Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 25 juin et tout le monde déteste quotidien. Vanessa, c'est vrai? Ben oui. Ok. Et juste avant de passer à notre sujet du jour, j'ai un tout petit mot à vous faire passer. L'heure est grave, le média pourrait disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Alors une première étape a été déjà franchie. Nous avons passé le cap des 3 000 nouveaux donateurs mensuels. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Mais la mobilisation doit évidemment continuer. À l'approche de 2027, le média, seule télé indé de France, doit continuer d'exister et pour ça, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. La fin de saison 2026 tourne au supplice pour quotidien. Difficile de savoir si la chaleur a simplement fait fondre le vernis de l'entre-soi bourgeois qui imprègne l'émission de Yann Barthès. Une chose est sûre, les critiques pleuvent depuis plusieurs jours. Alors dernière indignation collective en date, cette séquence diffusée mercredi soir. Tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus j'habite sous les toits. y a ceux qui vivent sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Dit-il avec sa chemise manche longue dans son studio climatisé à heure de grande écoute. Alors autant vous dire que la séquence a crispé. Quel niveau de déconnexion faut-il atteindre pour sincèrement penser que tout le monde est logé à la même enseigne face à la canicule, que le milliardaire Bernard Arnault aurait aussi chaud que l'ouvrier du bâtiment ou que l'étudiant enfermé dans sa passoire thermique. Bernard Arnault, comme tous les bourgeois de son acabit, il a la clim du matin quand il se réveille, au soir quand il se couche, dans sa bagnole, dans son bureau, chez ses amis, bref, dans tous les lieux qu'il fréquente. Son principal contact avec la canicule se résume probablement aux quelques secondes qui séparent l'ouverture de la portière par son chauffeur de l'entrée dans un bâtiment climatisé, mais je ne crois pas que ça permette de conclure qu'il est logé à la même enseigne que le commun des mortels que nous sommes. Et puis d'ailleurs, je me suis un peu renseignée là sur le camarade Nanar. Alors sachez que ce monsieur tout le monde, selon Yann Barthès, il vit dans un hôtel particulier estimé entre, selon les moments, 45 et 85 millions d'euros à Paris, histoire de vous situer un peu, si vous n'êtes pas coutumier des chiffres avec autant de zéros, en imaginant rembourser une mensualité, somme toute coquette, n'est-ce pas, de 2 000 euros par mois donc, il nous faudrait, à la louche, 1875 ans pour être propriétaire de ce charmant petit bien datant du 19e siècle. 1875 ans, ça nous ramène grosso modo à l'Empire romain. Mais tout va bien, nous vivrions dans la même réalité que ce monsieur, bien évidemment, qui, je l'espère d'ailleurs, a fait installer la clim dans chaque recoin de ces 2000 mètres carrés habitables, vu le prix que ça lui a coûté. Et puis si vraiment c'est insoutenable cette chaleur à Paris, monsieur Arnault a quelques humbles solutions de repli. Alors si certains vont chercher la fraîcheur dans les parcs ou dorment sur leur balcon pour les plus chanceux, le patron de LVMH a lui aussi ses petites astuces. Il pourra éventuellement monter dans un jet et s'envoler vers son île privée aux Bahamas ou encore choisir sa villa à Saint-Tropez, à moins que ce soit son domaine privé à Londres qui emporte la mise. Et puis si vraiment tout ça ne suffisait pas et qu'il crève de chaud, notre nanar, il pourrait aussi aller chercher la fraîcheur iodée sur son yacht d'une valeur de 130 millions d'euros. Et je vous vois venir, vous les bouseux, vous allez encore faire du milliardaire bashing en disant que c'est pas écolo, tout ça. Vous fourrez le doigt dans l'œil en plus d'être très méchant. Parce que le Rafio a beau faire 100 mètres de long, il est à propulsion hybride. Voilà. Parce que Nanar, il a une conscience écolo. Ça suffit de dire que c'est un énorme voleur, profiteur de crise et exploiteur de planète. Pas du tout. C'est un homme, comme vous et moi, qui vit très mal la canicule. C'est Yann Barthès qui l'a dit.
Et puis il n'a pas dit que ça d'ailleurs, hein. Le mur du son de l'indécence s'est brisé quand Yann Barthès a décidé de partir en croisade, évidemment sous couvert d'humour parce que c'est un mec super déconne, contre les personnes précaires qui vivent sous les toits et qui osent s'en plaindre. Voilà. Alors chez nous autres, communs des mortels, tout le monde sait que c'est un supplice, le soleil tape toute la journée évidemment, les fenêtres sont souvent plus petites que dans les étages inférieurs, les surfaces aussi, l'isolation est assez désastreuse en général, mais tout ça semble avoir complètement échappé à l'animateur de TMC, visiblement assez peu familier de ce type de logement. Hein. Alors nous, aux médias, on va se contenter de rappeler quelques faits scientifiquement établis. Les 10% les plus riches de la planète sont responsables des 2/3 du changement climatique, et plus la fortune augmente, évidemment, plus la facture écologique est salée. Une étude très sérieuse a même mis des chiffres sur les conséquences de ces modes de vie tout bonnement obscène. Si toute la planète vivait comme les 10% les plus riches, on en serait déjà à quasiment plus 3 degrés. Hein. Alors pour vous situer, les accords de Paris visaient à contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Hein. Et déjà à l'époque, on ne parlait pas d'une solution miracle, ni même satisfaisante, mais d'un genre de minimum syndical pour éviter que la Terre ne devienne une étuve invivable. Hein, ce qui pourrait nous arranger. Mais finalement, les dirigeants de ce monde se sont rappelés qu'ils n'en avaient rien à foutre de nous envoyer dans le mur et que tout ce qui compte pour eux, c'est le pognon et le capitalisme. Résultat, les accords de Paris ont été envoyés aux oubliettes, sûrement avec les rapports du GIEC et tout le reste. Revenons à nos analogies donc. Si maintenant, toute l'humanité adoptait cette fois le mode de vie des 1% les plus riches, on passerait directement à plus 7 degrés au compteur. Je vous laisse imaginer le bonheur. Et si, alors là carrément, on se calquait sur le mode de vie des 0,1% les plus riches, c'est carrément plus 12 degrés. Voilà. Tout ça pour dire, à Yann Barthès notamment, que c'est précisément à cause des types comme Bernard Arnault et leur train de vie indécent qu'on fonce dans le mur. Alors qu'il la ressente, la chaleur, ça me ferait bien plaisir, vous voyez. Ça lui donnerait un avant-goût de l'enfer où il finira. Et comme la canicule, c'est pas juste un événement universel, c'est aussi démontré depuis longtemps que les plus pauvres trinquent plus que les autres. Oxfam établit que la chaleur a été 31% plus meurtrière dans les 10 départements les plus pauvres de l'Hexagone, et ce, en 2025. Et à contrario, le risque de surexposition est 10 fois moins important quand on vit dans des quartiers urbains favorisés. Les experts parlent carrément d'injustice environnementale, et cette réalité, elle est évidemment mondiale. Cette séquence canicule sur Quotidien, elle n'est pas la seule à avoir fait bondir ces derniers jours. En début de semaine, une interview du député Raphaël Arnault, croisée à la fête de la musique organisée par LFI, a aussi déclenché les foudres à gauche. Donc le journaliste de Quotidien est sur le terrain, il voit l'élu dans la foule et s'en indigne, il le questionne. S'ensuit un échange de quelques minutes, présenté comme houleux par l'équipe de Quotidien, notamment sur les réseaux sociaux, et que le journaliste juge utile de diffuser tel quel, sans coupe à l'antenne, pour qu'on se rende compte. On l'entend notamment poser cette question. Le truc qui est un peu questionnable, je trouve, c'est d'assumer de politiser un événement comme celui de la fête de la musique. Est-ce que le risque, à terme, c'est pas que du coup, les gens ne dansent plus jamais ensemble? Que si même le jour de la fête de la musique, il faille choisir un camp, on n'arrive plus jamais à danser ensemble. C'est vous qui êtes en train de diviser là, et tout le monde qui est ensemble. Vous allez dans les rues, vous allez ici, place de la République. Moi, je suis pas sûr que là, il y a tout le monde qui est ensemble. Ne plus être en mesure de danser avec les racistes semble donc particulièrement inquiéter les journalistes de Quotidien, dont acte. Toute personne suivant l'émission ne sera pas forcément étonnée par cette question. Au mieux naïve, au pire franchement bête. Sur le plateau de TMC, on le sait, on n'est pas vraiment du genre à politiser le débat. On l'a vu à l'instant avec la canicule. Suite à cela, donc, on continue. L'intervieweur questionne toujours le député Antifa sur son retour, après notamment qu'il se soit fait discret pendant quelques semaines suite à l'affaire Quentin Derenque, le néo-nazi mort à Lyon dans une bagarre où 2 de ses collaborateurs sont mis en cause. Ça fait bizarre de vous voir là quand même, lui dit-il. L'échange dure encore quelques minutes comme ça. Puis retour en plateau, et là, Yann Barthès a la mine des mauvais jours, comme ça, là. L'air grave, il envoie la balle à Jean-Michel Apathy, qui s'empresse évidemment de la saisir sur le même registre. On écoute la réponse. Est-ce que tu lui réponds ou pas? Un homme est mort. Sébastien Derenque. Quentin Derenque. Quentin Derenque. Un homme est mort, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à m'imaginer, moi,
représenté par cet homme-là. Vraiment, j'ai du mal. Et puis, Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis, il se trompe. Ce genre de scène qu'on a vu et que tu as filmé est plutôt de nature à renforcer l'effroi que peut susciter dans une partie de la population la France insoumise. Et en tout cas, la légèreté d'âme de ce garçon me choque. Paul, tu voulais dire un truc ? Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin Dorenc. C'est pitoyable. On n'est pas bien là, sur le plateau des fachos de 100% frontières. Enfin, tous les éléments de langage y sont en tout cas, hein, c'est à s'y méprendre. D'ailleurs, personne ne s'est gêné pour le dire, à commencer par les camarades insoumis de Raphaël Arnaud, qui ironisent à tour de rôle sur la teneur de la séquence. On peut penser qu'ils tapent d'ailleurs juste, hein, puisque les principaux concernés ont apporté, surprise, leur soutien à Yann Barthès et compagnie. Visiblement, on est dans le même bateau maintenant. Frontières quotidien. Donc voilà, on voulait vraiment apporter notre soutien. On n'a pas la même équipe, mais on a le même maillot. Fraternel très chaleureux. À nos confrères de quotidien, j'imagine aussi vous que Jules voulez apporter votre soutien. Un soutien inconditionnel, notamment à Jean-Michel. Et il ne le mérite pas du tout. Pardon ? Ne mérite pas du tout de se faire traiter d'extrême droite de la part de l'extrême gauche. D'ailleurs. Mais bien sûr, mais il voit ce que c'est vraiment insupportable. C'est des étiquettes infamantes, bien sûr. Et donc, l'extrême droite commence à quotidien. Et donc, maintenant, on est heureux d'apprendre qu'on est sous la même étiquette selon... C'est une famille qui s'agrandit. Voilà, c'est une famille qui s'agrandit. Donc, écoutez, si Paul Gasnier, on ne sait pas s'ils vont reconduire toute l'équipe quotidien... Il peut avoir sa place chez nous. Peut-être qu'on va récupérer un chroniqueur. On ne sait pas, l'année prochaine. Étonnant, non ? Et on vous rappelle, avant de continuer, notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois. C'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de proposer et de choisir des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Le porte-parole de Révolution Permanente, Anas Kazib, était jugé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme. En cause, plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux après les attaques du 7 octobre 2023, dans lesquels il apportait son soutien à la résistance palestinienne. Pour le parquet, ces publications dépassent le cadre de la liberté d'expression et relèvent de l'apologie du terrorisme. Anas Kazib conteste quant à lui cette lecture. Il assure n'avoir jamais fait l'éloge d'attaques contre des civils et dénonce un procès politique visant à faire taire les voix qui soutiennent la Palestine. Devant le tribunal, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées pour lui apporter leur soutien. Des responsables politiques, des syndicalistes et des militants dénoncent eux aussi une criminalisation à des prises de parole en faveur de la cause palestinienne. Le jugement a été mis en délibéré et on écoute Anas Kazib et ceux venus le soutenir au micro d'Andrei Manivit. Il n'y a pas que les bombes, il n'y a pas que les armes pour coloniser, massacrer une population. Il y a surtout, même principalement, je dirais, le pouvoir politique, médiatique, judiciaire, policier, etc. pour faire taire celles et ceux qui en fait dénoncent ce qui est en train de se passer. Parce que c'est ça l'enjeu central de tout ça, c'est de pouvoir continuer à massacrer le peuple palestinien dans un silence assourdissant. Et donc pour ça, comme moi je dis souvent, vu que Netanyahou n'a pas de balles de sniper, de bombes à nous bombarder ici sur le tribunal, en fait il utilise et il instrumentalise la justice, la police de cet État-là pour donner du poids à la propagande guerrière. Donc oui, c'est un continuum colonial parce qu'ils utilisent dans cette grande palette du pouvoir colonial, du pouvoir impérialiste, la question de la justice et la police. Ça existe aujourd'hui et puis ça existait des décennies en arrière. Sur les procès de militants du FLN, de Nelson Mandela en Afrique du Sud, etc. quoi. Quand on voit par exemple comment ils ont attaqué la Global Soumoud Flotilla, je veux dire non pas au large des eaux internationales à côté de Gaza, dès la Grèce. C'est-à-dire ils prennent confiance en fait en se disant on peut réprimer même plus vite et plus tôt et avec un niveau de violence, je veux dire des violences sexuelles, etc. Donc c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Donc il faut utiliser ces moments de lutte contre la répression pour aussi en faire un tremplin pour la mobilisation et relancer la mobilisation du peuple palestinien. Je pense que c'est ce qui va permettre de faire cesser ce génocide-là, mais également ce qui va permettre d'arrêter qu'il y ait une course à la répression et que les gens ils soient condamnés les uns après les autres.
Il va de soi qu'il y a un devoir de solidarité absolu sur des sujets comme ceci, car ce n'est pas un à côté de la lutte des Palestiniens. Il faut bien comprendre ce sujet. C'est une organisation méthodique internationale qui vise à construire autour des crimes qui sont commis contre les Palestiniens et dorénavant contre tous les gens qui sont dans cette région, une politique internationalement conduite pour faire réprimer tous ceux qui s'y opposent de manière méthodique. Plus de 600 mises en examen, des centaines de gens condamnés. C'est une technique de combat. Elle combine les ingérences étrangères qui pilonnent pour dévaloriser, insulter, rabaisser. J'ai dit, ce n'est pas seulement un instant, car celui qui est mis en examen a son nom dans la presse. En gros, apologie du terrorisme. Puis, s'il est un jour ou l'autre, ou si elle est un jour ou l'autre relâchée, qu'il y a un non-lieu, jamais on ne retrouve les mêmes gros titres. Les véritables organisateurs de cette chasse sont ceux qui ont fait passer l'apologie du terrorisme du droit de la presse où il se trouvait dans le droit commun pour permettre, et exclusivement pour permettre que nous soyons pourchassés. J'attends de ces auteurs, les Cazeneuve, les Hollande, qu'ils viennent dire qu'ils regrettent d'avoir fait ce transfert. Car qu'il fallait être absolument stupide ou bien vivre dans un autre monde pour croire que cette apologie du terrorisme serait utilisée autrement que pour faire taire des militants politiques, que nous étions déjà les milliers et milliers de ceux qui défendaient les droits des Palestiniens. Car depuis le début, il ne s'agit que de cela. On ne se taira pas, on ne se taira jamais, et nous serons toujours de plus en plus nombreux à rejeter ce système qui a choisi de se placer du côté de l'oppresseur contre les opprimés. Génocide à Gaza, on se taira pas. Génocide à Gaza, on se taira pas. À Paris, une prépa catholique est mise en cause pour des faits racistes, antisémites et sexistes. Les dérives ont été révélées par nos confrères de la cellule d'investigation de Radio France. Dans le dernier signalement effectué en février 2026, une élève signale un document sur lequel est écrit, je cite, « C'est tous des juifs de merde, des maghrébins, des barbares, des pédés ». Située dans le 15e arrondissement de Paris, l'école catholique Blomet n'en est pas à son coup d'essai. En 2024, des étudiantes et des enseignants pointent du doigt, je cite, des remarques racistes à longueur de cours. Et en 2015 déjà, un enseignant avait alerté la direction. Il dénonçait les propos d'un aumônier contre les juifs et les francs-maçons. Et au-delà de ces propos, des symboles renvoyant à l'extrême droite radicale et à l'imaginaire néo-nazi, tels que des croix gammées, des étoiles de David, des runes d'Odal ou encore des autocollants des mouvances néo-nazis, ont été aperçus sur du mobilier, des agendas ou encore des sacs d'élèves. Les journalistes de Radio France ont également associé certains élèves à des comptes Instagram en lien avec cette mouvance néo-nazie. Au total, sur 2 classes comptant 80 élèves, une vingtaine d'étudiants affichaient ouvertement leurs idées radicales et la moitié de la promo soutiendrait de manière indirecte les propos racistes. L'école catholique a aussi vu passer sur ses bancs Marc de Cacré-Valmenier, une figure bien connue de l'ultra-droite radicale, ainsi que François-Xavier Bellamy, aujourd'hui vice-président des Républicains, qui y aurait enseigné jusqu'en 2019. Malgré les signalements, la direction est restée inactive et n'a par ailleurs pas appliqué le protocole de l'éducation nationale et n'a pas fait non plus de retour au rectorat. L'Assemblée nationale a examiné ce jeudi une proposition de loi visant à interdire le mariage lorsque l'un des futurs époux est en situation irrégulière sur le territoire français. Ce texte, porté par le groupe UDR d'Éric Ciotti, a déjà été adopté par le Sénat en 2025. Il bénéficie cette fois du soutien du gouvernement. Pour ses partisans, cette mesure doit permettre de lutter plus efficacement contre les mariages de complaisance utilisés, selon eux, pour obtenir un titre de séjour. Les opposants dénoncent
dénonce au contraire une remise en cause du droit au mariage. Il rappelle qu'aujourd'hui, lorsqu'un maire soupçonne une union frauduleuse, appelée aussi un mariage blanc, il peut déjà saisir le procureur de la République qui décidera, lui, d'ouvrir ou non une enquête avant la célébration. Ce retour du texte à l'Assemblée intervient quelques mois après l'affaire Robert Ménard. Le maire de Béziers est poursuivi pour avoir refusé de célébrer le mariage d'un homme sous OQTF avec une citoyenne française. Une affaire qui avait largement relancé le débat sur les pouvoirs des maires face au mariage, impliquant notamment des étrangers en situation irrégulière. Rappelons que la mairie de Chécy, en Seine-et-Marne, a récemment été condamnée à verser 6 000 € à un couple dont le mariage avait justement été refusé d'être célébré par l'ancien maire de la commune. Au moins 164 morts et 1000 blessés après des séismes dévastateurs hier soir au Venezuela. C'est le dernier décompte, du moins au moment où l'on tourne, mais les autorités préviennent que le bilan pourrait être bien plus lourd. 2 séismes violents consécutifs ont frappé vers 18h heure locale. Une première secousse de magnitude 7,2 à 170 km à l'ouest de Caracas, suivie d'une réplique encore plus puissante de magnitude 7,5, cette fois à 45 km de là. Ce second tremblement de terre est le plus fort enregistré dans le pays depuis plus d'un siècle. La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, notamment dans la région de la Guaria, au nord de Caracas, selon l'AFP. Des équipes de secouristes de l'ONU sont en route. La France dépêche quant à elle 85 secouristes spécialisés au Venezuela, rejoints par 80 Suisses et 18 tonnes de matériel, ainsi que 54 soldats espagnols de l'unité d'urgence. Washington promet de son côté une réponse importante, rapide et efficace, selon le secrétaire d'État Marco Rubio. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis souvenez-vous, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un grand merci à vous et une très bonne soirée sur le média.